Nous allons parler de la peur de l'abandon aujourd'hui qui vient très souvent d'un moment dans l'enfance où nos parents ont été ce qui s'appelle négligents émotionnellement. En gros, tes parents étaient probablement là, mais ils t'ont pas donné suffisamment d'attention ou ils ne t'ont pas rassuré. Et c'est ce qui va causer des problèmes gigantesques dans ta vie d'adulte et notamment dans le couple. Il y a deux types de personnes qui vont regarder cette vidéo. Dis-moi dans laquelle partie tu es. Il y a ceux qui en sont conscients, qui ont déjà lu un peu dessus, qui se disent « Ok, ça me correspond ». On va voir d'ailleurs des exemples de cas précis, de choses que tu peux faire au quotidien qui montrent ça. Et puis il y a aussi plein de gens qui n'en sont même pas conscients et qui vont souffrir toute une vie, avoir des mauvais réflexes ou avoir de l'anxiété en couple ou du stress en permanence et qui n'en sont même pas conscients. Donc, ce que vous soyez dans une case ou dans l'autre, restez bien dans cette vidéo jusqu'au bout. On va voir plusieurs choses. Tout d'abord, d'où ça vient, puis les symptômes au quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut observer de manière mesurable dans notre couple, et surtout à la fin, comment faire pour s'en sortir de la manière la plus simple possible. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est toxique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Et si vous le souhaitez contacter moi, il y a un lien pour m'appeler. C'est juste sous cette vidéo. Commençons par d'où est-ce que ça vient. Le rôle des parents, en tout cas les parents équilibrés, devraient sécuriser leurs enfants. En gros, créer un cocon familial, une grotte, un endroit sécure où l'enfant peut apprendre, il peut être rassuré par ses parents, puis au fil des années devenir un adulte fort. À 18 ans, il part de chez lui et il est suffisamment autonome et sécurisé pour que ça se passe bien. L'enfant a besoin de ça pour s'épanouir. Malheureusement, il y a deux cas de figure où ça n'arrive pas. Le tout premier, c'est lorsqu'on parle d'absence physique, typiquement le père qui part, la mère qui part, un père qui travaille beaucoup, une mère qui est souvent en voyage, donc il ne sera pas là. Autre possibilité, c'est surtout celle-là qu'on va voir aujourd'hui, c'est une absence émotionnelle. Si jamais tu as un de tes parents qui est dépressif, il est déjà occupé à s'auto-consumer, le parent. Il est déjà occupé à se guérir lui-même. Il n'est pas capable de sauver les autres ou d'aider les autres ou de sécuriser ceux qui sont autour d'eux. Tu peux aussi avoir un parent qui est agressif, donc dans ce cas, tu ne seras pas sécurisé, ou alors beaucoup de disputes entre tes parents. Alors tu vas voir que la suite est étonnante parce que c'est pile l'inverse. Tu peux aussi avoir un parent qui est alcoolique, donc qui est déjà dans sa propre dépendance, dans son cocon, dans sa tête, qui n'est pas capable de s'occuper des autres. Aussi bêtement, un père qui est peut-être pas doué pour exprimer ses émotions. Ou une mère qui ne sait pas dire « je t'aime ». Et quand tu leur poses la question, ils vont te dire « tu sais très bien que je t'aime. J'avais pas besoin de te le dire ». Tu fais « en fait si, ça aurait été cool que tu me dises un peu plus quoi ». Tu peux aussi avoir des besoins qui ne sont pas comblés. Tous les enfants ne sont pas pareils, tu as peut-être des frères et sœurs pour qui ça se passe très bien, tu as peut-être simplement des besoins qui étaient différents, ont besoin d'être rassurés un peu plus. On dit que pour apprendre à un enfant à nager, il y a deux solutions. Le premier, c'est que tu mets dans l'eau doucement, tu lui apprends les gestes. Le deuxième, c'est que tu le pousses dans l'eau, voir s'il survit ou pas. C'est mon grand-père qui me disait ça. On comprend bien que pour certains enfants, c'est une image bien sûr, ne jetez pas les enfants dans l'eau. On comprend bien que pour certains enfants, la méthode dure sera la bonne. Pour d'autres pas, il faut avoir beaucoup plus de patience. Et peut-être que tes parents n'ont pas forcément eu cette patience et qu'encore une fois, tu es différent de tes frères et sœurs, ça a été différent avec eux. Peut-être aussi que tu es au potentiel ou hypersensible et que ta différence a été ignorée. Tu aurais besoin peut-être d'un peu plus d'attention et ça n'a pas été le cas à l'époque. Encore plus compliqué que ça peut même être une pathologie ou un problème qui se transmet de génération en génération. En gros, ta mère n'a pas été sécurisée étant jeune. Elle va t'inculquer ces réflexes de peur, tout enfant. Toi, ça a été, elle était là. Sauf qu'elle t'a éduqué, peut-être même de manière trop présente, avec toujours cette peur. Et si c'est pas ta mère, c'est ta grand-mère, etc. Et on dit que parfois, sur plusieurs générations, on peut se transmettre ce genre de choses. On n'est pas là pour juger aujourd'hui. Vos parents ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient. On est là pour progresser nous-mêmes. Voici les conséquences qu'on a dans notre vie adulte. Ça peut prendre différentes formes. Avant de vous les montrer, je vais juste préciser que vous ne les aurez pas toutes, ces formes. Peut-être que dans ce qu'on va lire, dans la dizaine de lignes, il n'y a peut-être qu'une seule ligne qui vous correspondra. La toute première, c'est l'hypersensibilité. Tu as été éduqué dans un endroit qui était peut-être trop dur, où l'autre n'était pas là, tu finis par être hypersensible. Ça peut être une peur des autres, le fait de se reclure sur soi-même, de ne pas beaucoup sortir. Ou alors, dans un couple par exemple, c'est le besoin d'être rassuré en permanence. L'autre part, fait une soirée avec ses copains ou ses copines, tu veux savoir où il est. Ou tu as besoin qu'il te dise plein de fois par jour qu'il t'aime et que ça se passe bien. Tu sais que quoi qu'il te dise, tu ne seras jamais à 100% rassuré. Donc, il faut qu'il te le dise en permanence. Ça peut être aussi, tout ce que je viens de voir ressemble beaucoup à quelque chose qui s'appelle de la dépendance affective, qui peut aussi prendre une autre forme qui est la peur d'une rupture amoureuse.
En gros, c'est préférer être mal accompagné que d'être seul. Parce que si l'autre partait, on serait dans une crise qui serait sans fin. On peut se replier sur soi, on peut avoir aussi besoin d'approbation en permanence. Quoi qu'on fasse, un peu comme ce petit enfant qui demande à ses parents s'il a bien fait ou pas, tu as besoin que l'autre approuve. Tu cuisines quelque chose, tu fais des courses, tu prends n'importe quelle décision, il faut que l'autre approuve toujours ce que tu fais. Ça peut être aussi l'élaboration de ce qui s'appelle un scénario catastrophe qui est juste dans ta tête. T'es en couple, ça se passe bien, mais qu'est-ce qu'il se passera s'il m'abandonne ou si elle m'abandonne? Et si jamais je me fais trahir? Ou si jamais il me quitte pour quelqu'un de mieux? Ou si jamais je n'étais pas assez bien? On est souvent dans la recherche de relations fusionnelles pour être rassuré. C'est un peu finalement ce qu'on n'a pas eu étant jeune qu'on recherche plus tard. On peut aussi avoir besoin de combler un manque qu'on ressent en permanence. Pour quelqu'un qui ne vivrait pas ça, ce serait très étrange comme phrase. Je pense qu'il faut l'être pour comprendre. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Tu peux aussi avoir besoin de tester l'autre en permanence. Comme tu as un doute sur la fiabilité de cette personne, tu vas le tester tout le temps. Ça peut aussi être des crises de jalousie, une forme d'anxiété permanente, parfois de la panique, de la frustration ou le besoin de contrôle de l'autre. T'as pas réussi à contrôler ta mère quand tu étais jeune ou t'as pas eu l'attention nécessaire, tu as ce besoin de surcontrôle aujourd'hui parce que tu te dis ma mère était délirante, ma partenaire le sera, ou mon père était délirant, mon partenaire le sera aussi. C'est aussi des pensées comme je ne peux pas vivre sans l'autre. Avant de voir comment résoudre ça, il faut bien comprendre quelque chose. Le cerveau humain n'aime pas la douleur. Le cerveau humain n'aime pas la peur, je te cache rien, c'est quelque chose qui se comprend assez facilement. Quand on a une peur de l'abandon, on est dans cet état en permanent, un état de peur permanent. Et donc, pour que ça change, pour que cette peur panique change, ton cerveau met en place des procédures d'évitement, il met en place des stratégies pour ne plus avoir peur. Donc typiquement, pour compenser ma peur d'être trahi, je vais vérifier l'autre en permanence. Pour compenser ma peur que l'autre me trompe, je vais le surveiller en permanence. Pour compenser ma peur qu'il ne m'aime pas, je vais lui demander en permanence. De manière à toujours venir rassurer mon état interne. Je suis dans le négatif, disons à moins 10%. S'il me dit 3 fois qu'il m'aime, je vais arriver enfin à 0 ou être un peu dans le positif. Je vais faire monter la jauge de confiance en moi, puis ça va retomber un grand coup par la suite, quand il va arrêter. Peur d'être trahi, je contrôle. Peur de faire mal, je demande des validations. Peur d'être abandonné, je peux même quitter le premier la relation. Parce que j'ai peur que l'autre m'abandonne. J'ai peur d'être déçu d'une relation, je peux aussi bloquer l'intimité. Me dire, je ne vais jamais être trop proche de quelqu'un d'autre. Jamais m'impliquer à 100% parce que si jamais il me trahissait, ce serait une catastrophe pour moi. Alors comment faire pour s'en sortir? La toute première chose à considérer, c'est qu'il faut... J'étais en train de me demander qui venait d'ouvrir la porte juste à l'instant, ici. Et c'est Lilou qui vient de se poser juste en dessous. Ça va Lilou? T'as peur de l'abandon toi? Comment faire pour s'en sortir? La toute première étape, vous allez voir, la méthode est simple et elle va nécessiter juste un peu d'entraînement. La toute première étape, c'est de commencer par l'accepter. J'accepte que mes parents ont été défaillants. Je ne leur en veux pas, c'est juste que je fais un statut sur le fait que j'aurais dû avoir plus d'amour ou ma personnalité aurait nécessité qu'on se comporte différemment avec moi. J'aurais dû avoir plus d'attention. Et aujourd'hui, je n'ai pas à en avoir honte. Ce n'est pas de ma faute. Même si j'avais été un enfant meilleur, le résultat aurait été le même. Si un bébé veut son biberon et que sa mère ne lui donne pas, il va penser que c'est lui le problème. Il aurait dû être différent, plus gentil, plus appréciable, ou se comporter différemment pour que sa mère vienne. Il est en phase d'apprentissage. En réalité, c'est pas que le bébé a été mauvais, c'est juste que la mère était dans d'autres situations plus compliquées, qu'elle n'a pas eu le temps de gérer ça. Mais l'enfant pensera que c'est de sa faute. Il est bien important aujourd'hui de comprendre que vous n'êtes plus cet enfant et que quoi que vous ayez changé, quoi que vous ayez fait étant jeune, ça n'aurait rien changé. Vous n'auriez pas été mieux traité. Ensuite, il est important de faire une liste, soit mentale, soit à l'écrit, sur les conséquences très concrètes que vous vivez actuellement. Je vous donne des exemples, certaines vont peut-être vous mettre sur des pistes de ce que vous vivez, c'est pas exhaustif, j'en ai juste mis 5 ou 6. Premier exemple, je ne peux pas vivre seul, et même soyez plus dans le détail dessus, je ne peux pas vivre seul plus qu'une semaine, plus que 3 jours. Plus que 6 mois. Ou alors je peux vivre seul, mais je me sens très mal au bout de tant de temps. Je n'arrive pas à aller au restaurant tout seul. Je ne sais pas aller au cinéma. Je n'arrive pas à partir en vacances seul. Ou alors l'inverse, c'est j'ai peur de vivre à deux. Je n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Vivre à deux signifierait pour moi de devoir lâcher prise ou d'accepter de faire confiance à quelqu'un. Ou encore je suis jaloux.
Quand mon copain ou quand ma copine part pendant quelques heures, j'ai toujours besoin de vérifier de savoir. Soyez extrêmement précis sur la formulation de la phrase le plus possible pour que vous sachiez l'identifier quand ça revient après. L'idée, c'est pas juste de dire je suis jaloux. Non, c'est de spécifier les situations dans lesquelles vous êtes jaloux. J'ai besoin d'être validé. Je n'ai pas confiance. Je passe mon temps à tester l'autre. J'ai peur que mon copain me quitte si je ne réponds pas rapidement à ses messages. Ou si je réponds trop rapidement parce qu'il n'aime pas que j'envoie trop de messages. Il est important de bien différencier les étapes. Vous avez un fonctionnement de votre enfance qui a entraîné des croyances. Maman ne se comporte pas comme ça avec moi, papa ne fait pas ça, donc je dois être différent, je dois être meilleur, ou alors je ne fais confiance à personne. Et ces croyances vont venir mener à des conséquences qu'on a listées juste ici. Donc là, on a vu le rapport initial aux parents, on a vu aussi les conséquences. Il ne nous reste plus qu'à traiter l'étape du milieu. C'est changer ses croyances. Voici des croyances que vous avez peut-être aujourd'hui, que vous allez déduire de ce que vous avez fait juste avant en écrivant ceci. Je n'ai pas confiance. Et là, l'idée, c'est d'arriver à enlever le pas et se répéter « j'ai confiance ». Un peu comme dans ces post-it qu'on met sur notre miroir le matin en se répétant des phrases. On prend la phrase, on enlève juste la négation dedans. J'ai confiance. Il ne sera pas fidèle, va se transformer en il sera fidèle. On ne restera pas ensemble, va se transformer en on restera ensemble. Je ne suis pas suffisante, je ne suis pas assez beau, assez riche, assez intelligente, assez intéressante. Se transforme en je suis beau, je suis intelligent, je suis chouette, je suis une bonne personne. C'est des affirmations internes à répéter. Le problème de ces croyances, c'est qu'elles sont inscrites très profondément en vous de votre enfance. Il va falloir les répéter autant de fois que ce qu'elles ont été imprimées à la base. Donc peut-être qu'il faut les répéter 20 fois ou 50 fois, ou juste une fois par jour pendant quelques semaines ou quelques mois. Voici la partie ironique de cette situation. La vie fonctionne en inverse. Un client m'a dit « Toute ma vie, j'ai eu peur d'être trompé. Devinez ce qu'il s'est passé pendant toute sa vie. Il a toujours été trompé. » Est-ce que c'est une question de profil qu'il rencontre? Est-ce que c'est son comportement qui est répétitif, pénible? Si tu répètes 100 fois à quelqu'un, je suis sûr que tu vas me tromper. Il est possible que la 101e fois, la personne se dise, écoute, ça fait 100 fois qu'on m'accuse à tort, tiens, tu sais quoi? Je vais le faire, juste pour te montrer que pour une fois, tu auras eu raison. Donc oui, en effet, la vie fonctionne en inverse. Tu obtiendras ce dont tu as le plus peur. Si tu dois vérifier en permanence ce que l'autre fait, tu n'auras pas une vie heureuse, bien évidemment. C'est au contraire en faisant un pas en arrière et en te comportant différemment que tu obtiendras le bon résultat. Tu auras toujours beaucoup plus d'impact sur une personne si tu lui dis « je te fais confiance ». Mais par contre, si alors tu me prouves le contraire, c'est que je me serais trompé sur toi. Là, il se sentira responsable, il va faire attention. Versus si tu es toujours en train de le suspecter, de le surveiller ou de l'accuser, on comprend bien que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, tu es un adulte qui a le choix. Tu n'es plus le petit enfant effrayé que tu étais quand tu avais 4 ans, 5 ans, 8 ans. Qui réussit sur Terre? Les gens qui montrent un peu de détachement, qui montrent de la force, qui montrent de la confiance en eux, qui montrent que tu me trompes, mais t'es juste dingue, t'as osé tromper quelqu'un comme moi. Bien sûr que ça marchera plus. Il est aussi important de savoir qu'il faut du temps. Il faudrait entre 20 et 200 jours pour changer une habitude. Il y avait un chiffre magique qui était le chiffre 21 en dev perso qu'on a longtemps utilisé. On disait qu'il fallait 21 jours pour changer une habitude. En réalité, selon les habitudes, il faudrait entre 20 et 200 jours. Donc, quand on parle de se répéter des choses, quand on dit « il sera fidèle »,« je suis une bonne personne »,« j'ai confiance »,« je suis suffisant », peut-être qu'il va falloir le répéter 20 fois ou peut-être 200 fois pour en changer une seule et pour enfin obtenir une vie heureuse juste après. La dernière chose qui est importante, c'est de savoir parler à ce qui s'appelle son enfant intérieur. On a tous un vécu enfantin qu'on a appris, qui nous a permis de comprendre le monde, et ce moteur continue de régir notre vie des années plus tard. Certaines choses sont bonnes, d'autres choses sont moins bonnes. Heureusement, on est devenu adulte et on a eu d'autres règles. Mais malheureusement, certaines règles enfantines continuent de régir notre vie. Tu peux prendre une photo de toi, la regarder, la visualiser ou juste te souvenir de qui tu étais quand tu étais petit et puis parler à cette personne. Tu peux parfois être dur avec lui ou même ironique. Moi, quand ça m'arrive, quand j'ai une crise de jalousie, je me dis ça y est, bébé Antoine a peur qu'on trompe. Bébé Antoine a peur qu'on se passe comme ça. En fait, je peux être ironique avec moi-même ou je peux être gentil ou bienveillant en me disant « ça va bien se passer, c'est pas très grave ». Choisis le ton qu'il faut pour calmer cet enfant et pour faire que ça se passe bien.
Il faut aussi que tu réalises que tu n'es plus cet enfant aujourd'hui. Tu as réalisé beaucoup de choses, un grand chemin. Et tu n'as plus besoin d'être inquiet comme cet enfant l'était quand il avait 3 ans ou 5 ans parce que tu n'es plus vraiment lui aujourd'hui. Tu es un adulte responsable qui a le choix de décider de faire ce qu'il veut aujourd'hui et d'être exactement qui il veut. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.